Welcome, bienvenue sur Lion TV. Et voici la deuxième vidéo. On va continuer cette série sur dans quel temps nous sommes. Et le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le sujet du vaccin. Et voici la deuxième vidéo qui traite des vaccins. Et on ira vraiment plus en profondeur et plus en détail maintenant concernant ce vaccin. Bonne écoute à tous. Qu'en est-il maintenant de ce vaccin? On voit déjà des retombées, des gens qui sont décédés suite à la prise de ce vaccin. Certains développent des thromboses suite à ces vaccins. Et on nous dit que certainement il faudra une dose, 2 doses. Bill Gates pense qu'il faudra régulièrement certainement vacciner parce qu'il y a des variants, il y a différents variants de ce virus. Ce virus se développe et il faudra certainement réadapter les vaccins. Et je rappelle au passage, Bill Gates, lui qui dans une vidéo annonce que la population est trop élevée. Et il dit lui-même, dans une vidéo d'il y a 4 ans en arrière, je crois, qu'ils sont en train de lutter activement et ils pensent qu'avec un vaccin, ils vont remédier au problème de la surpopulation. Ce sont ces mots. Et si vous ne me croyez pas, simplement, je vais vous passer cette vidéo, ce court extrait vidéo. CO2 is warming the planet. And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. The effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, the exact amount of how you map from a certain increase in of CO2 to what temperature will be and where the positive feedbacks are, there's some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. I asked the top scientists in this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. New vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%.
Voilà. Ce sont ces mots. Lui-même qui prédisait la pandémie sur un forum où il disait qu'avant les risques desquels on avait peur, c'était la guerre nucléaire, donc on avait tout ce qu'il fallait en cas où une bombe atomique explosait, mais que maintenant les dangers de l'être humain ne seraient plus la bombe nucléaire, mais ce serait bien un risque d'une pandémie majeure. Et il annonce ça il y a quelques années en arrière. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Médecins Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. There was no one there to look at treatment approaches, no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time, we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market.
The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. For soldiers, we have full-time waiting to go. We have reserves that can scale us up to large numbers. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly. NATO does a lot of war games to check, are people well trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely ready to go. So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries. That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. We need a medical reserve corps, lots of people who've got the training and background who are ready to go with the expertise. And then we need to pair those medical people with the military, taking advantage of the military's ability to move fast, do logistics, and secure areas. We need to do simulations, germ games, not war games, so that we see where the holes are. The last time a germ game was done in the United States was back in 2001, and it didn't go so well. So far, the score is germs 1, people 0. Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. There are some big breakthroughs, like adeno-associated virus, that could work very, very quickly. Now, I don't have an exact budget for what this would cost, but I'm quite sure it's very modest compared to the potential harm. The World Bank estimates that if we have a worldwide flu epidemic, global wealth will go down by over $3 trillion, and we'd have millions and millions of deaths. These investments offer significant benefits beyond just being ready for the epidemic. The primary health care, the R&D, those things would reduce global health equity and make the world more just as well as more safe. So I think this should absolutely be a priority. There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement, but we need to get going because time is not on our side. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as an early warning, a wake-up call to get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you. Cette pandémie arrive. Jacques Attali, le prophète Jacques Attali, dont j'ai partagé aussi une intervention dans une vidéo que je vous partagerai par la suite. Le prophète Jacques Attali a également parlé de cela. Ils sont prophètes, où ils sont connectés. On ne sait pas vraiment où ils sont connectés, mais ils savent des choses que nous, on ne sait pas, ou que certains ne savent pas, mais que la Bible parle, dont la Bible parle. Oui, et je voulais encore vous donner une information en plus, et on va parler de Marina Ibrahimović, qui est une artiste serbe, et qui a été choisie comme étant l'égérie pour Microsoft. Et si je vous mets encore cette information, c'est juste pour que vous voyez quel genre de personnage
sont mis en avant et quel genre de personnages on utilise pour vanter Microsoft. Alors je vous laisse découvrir quelques-unes de ses œuvres. Polémique aussi à son sujet, et on dit que certains groupes d'extrême droite l'ont accusé de satanisme. Alors au vu des images, à mon avis, il ne faut pas juste être de l'extrême droite, ou de l'extrême gauche, ou de l'extrême centre, ou de l'extrême je ne sais où, pour se poser les questions sur la motivation de son art. Alors je vous laisse juger par vous-même. Lui qui, étrangement, bien sûr, est dans le front pour combattre, pour faire quelque chose, pour libérer des fonds, pour développer les vaccins. Lui, au passage, je répète, qui a vacciné en Inde beaucoup de personnes contre je ne sais plus quelle maladie, vous pouvez vérifier les sources sur Internet, et qui a eu une plainte à son encontre en raison de nombre de décès suite à son vaccin en Inde. Juste au passage. Et donc, là, on nous parle maintenant du passeport vaccinal, du contrôle, ces contrôles médicaux, de pouvoir faire nous-mêmes nos tests. On fait nos tests. Voilà, ce test-là qu'on met aux profondeurs du nez, là, je trouve ça abominable, vraiment, de faire un test comme ça, de cette manière-là. Je trouve que c'est une soumission, et c'est pour ça que moi, jamais je ferai ce test. J'ai pas envie, je crois pas en toute cette... C'est pas que je crois pas au Covid, oui, il est là, il est bien là, comme il est venu. J'ai ma petite idée, je ne vous le partagerai pas dans cette vidéo, mais il a bon dos le pangolin, il a bon dos, ils ont bon dos les animaux, ils ont bon dos. Là donc on est en train de changer notre façon de vivre et on pense que le vaccin va arranger tout ça. Alors qu'est-ce que cette crise a mis en lumière? Bien pour ceux qui veulent le voir, que les médias sont contrôlés et qu'ils influencent notre façon de penser et notre focus. Voilà ce que je pense. Et l'industrie pharmaceutique est là derrière. Ceux qui dirigent ne pensent pas au bien-être du peuple, mais ils ont un agenda et ils le suivent. Et donc maintenant, je vais vous parler de, pour moi, qu'est-ce que toute cette pandémie a mis en lumière. Qu'est-ce que pour moi cette pandémie elle a mis en lumière? Ce qu'elle a mis en lumière, c'est que les médias, pour moi, alors d'une façon incroyable, on a vu qu'il n'y a eu qu'une ligne de conduite, qu'il n'y a eu qu'une pensée et que c'est toujours en faveur du vaccin. Il y a même des publicités maintenant qui passent sur les chaînes en faveur du vaccin. Et si vous avez un avis contre, on l'a vu sur des plateaux de télévision quand des personnes avaient d'autres manières de faire ou qui parlaient de la chloroquine, ces gens-là, on les matraquait, on les traitait de conspirationnistes, on essayait de les descendre, on essayait de les railler, de les ridiculiser, que ce soit le professeur Raoult ou le professeur Perron. Ces gens-là, on a essayé de les écraser quand ils sont invités sur les plateaux de télévision. On veut les faire taire, on se rit d'eux, on les fait passer pour des fous. Et donc, pour moi, ça a vraiment mis en lumière que tout ce qui est l'audiovisuel, les médias de masse, pas les médias alternatifs, les médias de masse, vont dans le même sens et ils sont tous en faveur de ce vaccin. Pour eux, la solution, c'est ce vaccin.
alors que des hommes ont traité leurs patients, que ce soit avec la chloroquine, que ce soit avec le zinc, que ce soit encore avec la vitamine C, dont le professeur Raoult, qui a traité ses patients à Marseille, dans l'hôpital de Marseille, avec ces traitements simples qui sont très onéreux, qui ne coûtent rien du tout, ben lui a eu un nombre de décès très 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 bas par rapport à d'autres qui n'ont même rien fait. Qui n'ont même rien fait et qui ont laissé mourir des patients. C'est très grave, cette crise, elle est très très grave. Et des personnes, je pense, passeront devant les tribunaux s'ils n'arrivent pas à mettre en place ce qu'ils veulent mettre en place là derrière. Parce que le but, c'est de mettre quelque chose en place. Parce que ça a mis en lumière pour moi toute l'hypocrisie des médias, toute l'hypocrisie de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où on a pu voir que l'essentiel n'était pas de traiter les patients, mais l'essentiel c'était de vacciner. L'essentiel c'était de vacciner. On a même fait une fausse analyse sur la chloroquine qu'on a publiée dans le Lancet, le plus grand magazine médical au monde. On a publié une fausse étude qui a été publiée, qui a été aussi attestée par l'OMS sur la chloroquine, sur les méfaits de la chloroquine, qui a été 3 mois après annoncée comme étant fausse, dont les médias ne parlent pas trop. Mais on a vu l'hypocrisie totale, les manigances, les magouilles là derrière, et on a su en plus que cet institut qui avait fait cette recherche avait été créé 3-4 mois auparavant. Et c'est à eux qu'on donne de faire une enquête sur la chloroquine. Alors, pour moi, ça a mis en lumière vraiment des choses énormes. Ce que ça a encore mis en lumière, et moi, pour ma part, toute l'hypocrisie, le fait de ne pas vouloir soigner les gens, le fait des mensonges dans les médias, de fermer les écoles, de fermer les restaurants. Tout ça pour une pandémie qui, si on regarde les chiffres, n'a jamais été la plus grave de toutes les pandémies. On n'a jamais pris des dispositions comme celle-ci par rapport à une pandémie qui a eu sur la Terre. Les chiffres sont tellement bas et on en parle tellement. Et aux États-Unis, encore dernièrement, il y a une vidéo où ils montraient dans les différents États le nombre de cas de Covid. Dans tous les États, ils avaient la même information. Ils parlaient de 33 cas. Dans une autre chaîne de télévision, un autre État, 33 cas. Un autre État, Floride, 33 cas. Oregon, 33 cas. Et c'était splendide de voir l'hypocrisie, le mensonge et la manipulation qu'il y a là derrière. Voilà qu'est-ce que ça a mis pour moi en lumière. Une manipulation énorme. Alors oui, cette crise aura fait et aura mis en lumière toute l'hypocrisie et la mainmise occulte de puissances qui ne veulent pas la liberté et le bien-être de nos proches, mais au contraire, ils veulent museler, tuer par le fait de laisser mourir. Oui, mes accusations sont graves, mais ce qu'ils font est très grave et on ne me fera pas dire le contraire. Je ne suis pas un fils du diable, mais je suis un fils de Dieu. En tout cas, cette crise sanitaire aura eu comme effet de mettre en lumière l'hypocrisie de nos médias, partisans de la pensée unique qui, lorsque les gens n'ont pas la même avis, se font passer pour des complotistes. C'est tout ce qu'ils ont trouvé. Et par la répétition, comme le disait Hitler et tant d'autres, Madonna notamment, avec ses musiques obscènes, qui disaient que par la répétition de ces musiques, les gens finiraient par adhérer. Il en est de même aujourd'hui de ce terme complotiste, qui n'a aucun fondement réel et concret, mais qui à force d'utilisation est devenu un mot utilisé par la bien-pensante, totalitaire et mondialiste du vaccin à tout prix.
Je vous passe encore une vidéo d'un écrivain, d'un journaliste qui était invité sur une chaîne en 1993 déjà et qui parlait de ce que nous sommes en train de vivre et qui annonce des faits très très intéressants. Il s'agit de la vaccination. Je vous laisse écouter. On veut pas vous dire. On veut pas. On m'accuse à l'heure actuelle au niveau journalistique. Ces compagnies-là m'accusent et même certains fonctionnaires m'accusent de créer un mystère autour de cette situation-là, alors qu'en réalité, c'est pas moi qui crée le mystère. On crée au niveau gouvernemental, on crée délibérément un mystère en refusant de fournir des informations et des réponses sur un dossier, en fin de compte, sur des informations qui sont publiques dans une société démocratique, OK? Parce que ces compagnies-là sont enregistrées quelque part. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et qui a touché tout le monde. Qui a touché tout le monde dans la population, puis était impossible. Et que tout le monde pourrait réclamer comme information. Pourrait faire réclamer comme information à juste titre. Et là, le pire, c'est qu'on prépare une autre vaccination massive au Québec. Moi, quand j'ai parlé avec le journaliste de la salle des nouvelles de Radio-Canada, d'ailleurs, on doit se rencontrer à un moment donné, elle a dit, écoutez, parce que je parlais des différents développements au niveau de la recherche militaire produite par la CIA aux États-Unis au niveau des vaccins, des choses comme ça. Et j'ai dit, écoutez, il ressort des enquêtes et des résultats obtenus à date qu'il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il semble rien y avoir en apparence et qui ne soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation 1 an ou 2 ans plus tard avec un autre vaccin qui lui aussi semble inoffensif à première vue, les deux combinés ensemble vont produire des problèmes invraisemblables. Et j'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en deux un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, 1 an ou 2 ans plus tard, la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des deux avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver à un moment donné à un contrôle politique absolu sur les populations. Donc, le dossier, le volume que je sors, puis tous les gens qui voudront avoir des informations là-dessus, ce que je conseille aux gens dans la population, c'est de sortir de leur léthargie personnelle à l'heure actuelle, parce que ça touche directement leur santé, de ne pas se gêner pour appeler, demander des informations, je vais leur envoyer de la documentation, d'en parler partout dans leur milieu et de s'arranger pour commander, en fin de compte, ce volume-là qui va toucher les vaccins. Donc, il va y avoir une historique complète de la vaccination dans mon volume. Deuxièmement, médecine militaire expérimentale, j'ai un historique complet de la CIA et des différentes formes d'expérimentation qu'ils ont fait. Cristaux liquides, je vais avoir un chapitre sur les cristaux liquides et mes démêlés de septembre, octobre 1993 avec le département de chimie, biologie, physique et de médecine de l'Université de Montréal avec les noms des professeurs avec lesquels j'ai communiqué et les informations qu'eux-mêmes étaient incapables de me donner parce que le secteur de recherche n'était pas rendu aussi poussé par rapport aux questions que je leur posais, alors que je leur révélais que ces secteurs de recherche-là étaient déjà en application au niveau de la CIA aux États-Unis. Et on dit, écoutez, on aimerait avoir des informations là-dessus, parce que nous autres, on n'est pas rendus aussi loin que ça. Ben là, ça, je m'en vous dévoiler tout ça là, sur l'émission des autoristes. J'en suis très conscient, puis je veux que les gens se réveillent parce que c'est leur santé qui est en jeu. Oui, mais si vous disparaissez d'ici une semaine ou deux, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre la relève? Est-ce qu'il y a des journalistes que vous connaissez? Il n'y a aucun journaliste, d'après moi, qui va oser, dans le contexte actuel, prendre la relève par rapport à de l'information semblable. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, ça fait plus qu'une fois. Et dans la conférence que je donnais samedi dernier, il y a une personne digne de foi qui s'est levée dans la salle, digne de foi parce que ça m'avait été rapporté par d'autres personnes. Il y a des auditeurs qui ont appelé Gilles Proulx à CGMS à Montréal et qui ont parlé du minuit moins 15 secondes à Ottawa. Ils ont dit, écoutez, M. Proulx, ce volume-là, et ainsi de suite. À mot couvert, Gilles a été obligé de dire sur les ondes de CGMS qu'il avait carrément les mains liées par la direction de l'information de CGMS et qu'il ne pouvait pas parler de ce volume-là. Donc, les gens dans la population, qu'est-ce qu'ils devraient faire?
Il devrait commencer, d'après moi, à réfléchir et à se poser des questions. Pourquoi, dans une société démocratique comme la nôtre, où absolument tout est permis, toutes les modes, toutes les formes de pensée sont permis, comment ça se fait que le seul volume qui est interdit de publicité par la direction des informations, radio, télévision, journaux au Québec et au Canada, c'est justement ce volume-là. C'est parce qu'il renferme des choses que les autorités politiques en place ne veulent pas que ces informations-là soient accessibles à la population. Ça, c'est clair et net. Il y a une manipulation. Il y a une manipulation et c'est à la population elle-même de réagir par rapport à quelque chose de semblable et de dire, écoutez, nous autres, on veut savoir ce qu'il y a dans ce volume-là, on veut l'avoir, puis on va poser des questions publiquement. Je crois que le temps est venu, avec 94 qui s'en vient, et que je considère 94 comme étant l'année des mises au point, des règlements de compte, puis du fait de démasquer des situations que ça fait trop longtemps que ça traîne, puis ça fait trop longtemps qu'ils sont cachés aux populations. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'il n'y a pas de système déjà tout mis en place pour empêcher... Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. S'il était trop tard pour quelques situations que ce soit à l'heure actuelle, ça voudrait dire par conséquent que ces gens-là seraient déjà en possibilité de pouvoir implanter le système et qu'ils l'auraient déjà implanté. Posons-nous la question pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait. C'est parce qu'il manque encore certains éléments. Et c'est cette date à laquelle eux auraient décidé, en fin de compte, d'imposer un système semblable, peut être reculée tout dépendant de la réaction de la population. Mais là, ce qui est grave, c'est que la population est menacée dans ses familles et dans ses enfants à l'heure actuelle directement au niveau de sa santé. J'espère qu'ils vont réagir. Prochaine vaccination massive, c'est une On vaccination... prévoit, parce que le journaliste de Radio-Canada m'a dit qu'il y avait quelque chose qui s'en venait au Québec au niveau possiblement de l'hépatite B. Je ne vois pas d'épidémie nulle part, tu sais. Puis je pense pas qu'il y en ait en vue, à moins d'en provoquer une d'une manière volontaire. Mais elle me disait, elle dit, écoutez, elle dit, il y a des rumeurs qui circulent ici à Radio-Canada sur une vaccination qui s'en vient, puis il y a des rumeurs qui circulent au niveau des effets de la combinaison de deux vaccins indépendants à cause de ce que j'étais en train de lui révéler. D'ailleurs, les journalistes de Radio-Canada et d'autres journalistes un peu partout à l'heure actuelle, tant en Australie qu'aux États-Unis, en Europe ou au Québec, en fin de compte, attendent la sortie de ce dossier-là. Alors oui, cette crise sanitaire aurait eu comme bienfait de mettre à la lumière l'hypocrisie de nos médias qui ont favorisé la non prise en charge des patients, le confinement qui, on en connaît aujourd'hui les dégâts collatéraux, le chômage, les faillites, les dépressions, les suicides, les décès liés à la non prise en charge de patients qui n'ont pas pu aller se faire soigner pour leur maladie à cause de la priorité vaccinale. Cette crise a voulu museler les médecins et spécialistes de médecine qui sont les numéros 1 dans leur domaine, comme le docteur Raoult et le médecin le docteur Perron et tant d'autres qui ont été conspués, salis. Et je rappelle également cette fausse enquête contre la chloroquine dont le médecin Raoult a soigné ses patients mélangés au zinc et qui comptait à Marseille un taux de perte des plus bas dans son hôpital en France. Ce scandale où l'OMS a publié et a pris au sérieux une enquête bidon sur la chloroquine publiée par le Lancet. Alors oui, cette crise aura mis en lumière toute l'hypocrisie de la mainmise occulte de puissances qui ne veulent pas la liberté et le bien-être de nos proches, mais au contraire, ils veulent museler, tuer par le fait de laisser mourir. Oui, mes accusations sont graves, mais ce qu'ils font est très grave et on ne me fera pas taire. Je ne suis pas un fils du diable, mais je suis un fils de Dieu. J'espère que vous aurez eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Voilà ce que j'en pense. Voilà ma mise en garde sur ce vaccin. Moi, je ne le prendrai pas. Si je ne devrais pas voyager à cause que je n'ai pas pris le vaccin, je ne voyagerai pas. Mais je ne me laisserai pas soumettre dans mon corps par quelque chose dont je n'ai pas besoin et quelque chose qu'on veut m'imposer, dont je connais le risque potentiel. Vraiment que Dieu vous bénisse, soyez sur vos gardes, informez-vous, faites des recherches. Si ces choses vous parlent, tant mieux. Si ces choses font de moi un fou, la Bible dit, mieux vaut être fou pour le monde et sage pour Dieu. Car la folie de Dieu
est plus sage que les hommes. Dieu vous bénisse.